Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Joie dans le ciel de Charles-Ferdinand Ramu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pardon, je vais enlever ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Hop là, pardon. 9. Et sur tout le pays, le soleil était répandu. Beau pays que c'est, si varié. On y trouve tout ce qu'on veut. Dans les bas, il y a la vigne, plus haut, il y a les arbres fruitiers. Des forêts de pins viennent ensuite. Et au-dessus de ces forêts, c'est-à-dire à l'étage où se tient le village, il y a l'herbe, il y a le seigle, il y a le froment, il y a le blé noir. Toute cette grande vallée vous était offerte aux yeux du village et c'était la terre nouvelle, mais c'est l'ancienne en même temps. Toujours la même belle rivière blanche, comme du lait coulait dans le fond. Il y avait cette belle rivière blanche. Suspendue au-dessous de vous, on voyait le bon oiseau tracer de plus en plus étroitement ses cercles, puis il se laissait tomber comme une pierre. Le bon oiseau planait et était un point dans ce grand vide contenu entre des montagnes de 3000 mètres, comme dans une espèce d'auge, comme dans un immense bassin de fontaine, où, à la place de l'eau, il y aurait eu de l'air. Et telle était bien, en effet, la forme de cette vallée, belle à voir sous le grand soleil, bleue dans l'éloignement, verte ou grise plus près de vous, verte d'herbe, grise de rochers, et puis, plus haut, sur le versant d'en face, rose de neige. Augustin et Augustine se tenaient assis l'un à côté de l'autre. La main d'Augustine était sur les genoux d'Augustin, la main d'Augustin était sur les genoux d'Augustine. Ils regardaient le bon oiseau pendre à son fil. Pendre à son fil. Un vol de pigeons partait aussi pour faire la traversée de la vallée. On ne pouvait pas les suivre de l'œil jusqu'à l'autre bord. Ils fondaient peu à peu dans l'air comme des morceaux de sucre dans l'eau. On entendait des cris de toute espèce d'oiseaux. Partout, dans les buissons, nichaient le pinson et le merle. La perdrix courait sous les haies. Et Bonvin, le chasseur, qui passait par là. Autrefois, le plaisir était de détruire. À présent, le plaisir est de voir que rien ne peut plus être détruit. Augustin lui disait « Qu'avez-vous fait de votre fusil ?»« Je ne l'ai pas retrouvé. » Pourtant, reprenait-il, je me souviens qu'il était pendu à un clou au-dessus de mon lit. Eh bien, quand on est revenu, comme il disait, le clou était bien toujours dans le mur, mais le fusil n'y était plus. Une femelle lièvre à ce moment se montra qui jouait avec son petit. Et alors voilà une chose, continuait Bonvin, que dans le temps on n'aurait sûrement pas vue, parce qu'ou bien elle se cachait, ou bien on leur tirait dessus. La lièvre, comme il disait, traînait alors dans l'herbe son train de derrière, on se jetait sur elle comme sur un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle avait beau se désoler, la pauvre, on l'empoignait par les pattes, on voulait la laisser pendre dans sa peau qui ne tenait plus, et quand elle redressait la tête, crrr, il faisait le geste avec le tranchant de la main. Un troupeau de brebis venait, accompagné de leurs agneaux. Un petit garçon marchait derrière. Les agneaux avaient de grosses jambes raides qui semblaient avoir été taillées dans du sapin avec un couteau qui coupe mal. Mais une jolie laine frisée était sur leur dos et si douce. Et ce ne fut pas tout encore ce jour-là, parce que tout à coup, à l'endroit où la pente casse, faisant ainsi avancement et comme rebord sur rien du tout, de derrière ce rebord, la tête d'un mulet s'est montrée. D'abord rien que la tête et un instant rien que la tête, puis on vit sortir les jambes de devant. Ensuite il y eut le dos, ensuite il y eut la croupe. Elle se balança un moment sur le vide, puis fut tirée en haut comme avec une corde. Et toute la bête ainsi devint visible, mais elle ne fut pas seule à l'être. En effet, derrière parut un chapeau. Sous le chapeau, une barbiche. Sous la barbiche, un habit brun et des guêtres de drap à boutons de cuivre. Augustine se mit à battre des mains. « Le marchand de foulard, Augustin !»« Mathias, le marchand de foulard, lui aussi qui est revenu !» Alors elle devint rouge, elle devint toute rouge. L'homme au foulard, qui vend aussi du fil, des rubans, des petits mouchoirs, des épingles. L'homme aux choses pour se faire belle, et voilà qu'on se souvient.
Mais déjà, les filles arrivaient. Les filles ont vite fait de tout voir. Et c'est comme au temps d'autrefois. Les filles avaient eu vite fait de tout voir du village. Elles venaient à la rencontre de Mathias. La grosse Marie ne s'était même pas donné le temps d'ôter son tablier de cuisine et courait tant qu'elle pouvait, avec ses bonnes joues bien rondes et une poitrine pas moins ronde. La petite Lucie, qui était noire, maigre, pâle et autrefois toujours triste, mais qui ne l'est plus, courait aussi. Couraient Angèle, Marguerite, Rose, une qui s'appelait Cécile, une qui s'appelait Rosine. Et à présent, elles se poussaient autour des paniers suspendus au bas parce qu'on est curieuse et qu'il ne vous suffit pas de voir et qu'on veut tenir et qu'on veut toucher. Alors Mathias, attention mesdemoiselles, mais elle, combien? Une qui tenait un mouchoir à dessin jaune sur une pièce de dentelle, une chose, l'autre, autre chose. Combien? Dit Mathias. Ça dépend. Il reprit. Ça dépend de ce que vous valez vous-même. Il faudrait d'abord que je vous regarde. D'ailleurs, il me semble qu'on se connaît. Bien sûr qu'on se connaît. Nous sommes des vieilles pratiques. Vous ne vous souvenez pas, dans le temps, encore qu'on n'était pas riches. Mais Mathias, dans le temps, on vendait pour de l'argent. Maintenant, ce n'est plus pour de l'argent. À présent, il ne vend plus pour de l'argent. Il ne vendait plus pour de l'argent. Il me disait « Ce mouchoir, chantez-moi une chanson contre ». C'est ce qu'il a dit à la grosse Marie. Il a dit « Chante-moi une chanson de l'autre vie, Marie, et tu auras ton mouchoir ». Marie pencha la tête de côté parce qu'elle était un peu honteuse. Puis l'envie d'avoir le mouchoir fut quand même la plus forte. Laquelle? Celle que tu voudras. Faut-il chanter celle du cœur consolé? Et les autres filles « Oh oui, celle du cœur consolé, c'est la plus belle ». Et la grosse Marie chanta. La grosse Marie eut son mouchoir. Lucie, elle, eut un miroir. Elle n'avait pas eu besoin de chanter pour l'avoir. Mathias lui avait dit « Il faut seulement que tu sois contente ». Beaucoup de petits paquets étaient faits sans qu'il eût besoin d'ouvrir son porte-monnaie. On ouvrait seulement son cœur. Et c'est à ce moment qu'Augustin et Augustine arrivèrent. Tout de suite, Augustine s'était mise à fouiller dans les paniers. Elle y trouva une petite boîte. Ce qu'il y avait dans la boîte, c'était un collier de corail à fermoir d'argent. Et vite, elle referma la boîte parce qu'il devait être bien trop cher. Mais Augustin avait tout vu. Il se tourna vers Mathias. Mathias se mit à rire. « Vous voulez savoir mon prix ? Ah, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Eh bien, dit-il, pour vous, ce sera de vous aimer encore plus que vous ne faites. Et comme Augustin disait, je ne sais pas si je pourrais, vous essaierez. » Il laissa pendre le collier qu'il tenait au bout des doigts. « Promettez-vous ? Une fois, 2 fois, 3 fois, après quoi ? À te juger. » Quelle douceur c'était, et quelle tranquillité quand même. L'eau de la rigole avait une petite voix comme quand l'écolier récite sa leçon. L'ombre du sorbier sur le chemin était percée de trous comme une passoire. On avait mis à Augustine le collier, la grosse Marie avait son mouchoir autour de la tête, Lucie son miroir à la main, Angèle ses rubans pliés dans du papier, et l'air bleu, plein de papillons, tremblotait autour des épines blanches. L'église sonna 11 coups, c'était l'heure où les hommes rentrent des champs. On les aperçut sur les pentes dans leurs chemises bleues ou roses qui s'en venaient de tous côtés. Comme autrefois quand 11 heures sonnaient, mais au lieu qu'en ce temps-là, ils venaient lentement, pesamment, difficilement, ils venaient comme malgré eux, à cause de leur grande fatigue. Maintenant le plaisir les faisait aller sans peine, maintenant le plaisir les portait en avant. On a cette légèreté du corps, on a cette légèreté du cœur. Ils venaient, ils étaient légers, et ils vinrent encore, puis se mirent à rire parce qu'à présent ils riaient d'avance. On a cette légèreté du dedans qui permet de se réjouir. Ils criaient « Hé Mathias, n'as-tu rien pour nous ?» Ou si ton commerce est peut-être seulement à l'intention des femmes, malin que tu es, mais dis-toi bien que c'est nous qu'on paie. À ce moment, ils virent qu'ils n'auraient plus rien à payer. Mathias, ayant pris son mulet par le mors, avait été à leur rencontre. Il leur montra sa bourse vide. Il levait le bras. « Tant mieux pour nous, mais vous allez faire faillite ?» Et des rires de nouveau partout. Pendant que sur un toit, il y avait Pitôme, parce qu'il avait repris ce jour-là son métier de couvreur, et debout sur son toit, il caressait sa barbe blanche. « Eh, là-bas, vous autres, moi non plus, je ne demande pas d'argent, mais lui, vous le payez du moins en sourire, est-ce qu'il n'y en aura pas un pour moi ?» C'est aux filles qu'il s'adressait, qui étaient venues avec Mathias, et du haut de son toit, Pitôme leur parlait. « Je vous refais vos toits pour qu'il ne pleuve pas chez vous, est-ce que vous seriez des ingrates ?» Elles se tournèrent vers lui et les choses ont dû s'arranger car Pitôme à présent disait « ça va bien ». Chapitre 10. Une seule semblait ne s'être aperçue de rien.
Elle allait comme avant, sans voir la différence. C'était déjà Thérèse Main dans l'autre vie. C'est encore Thérèse Main. Une figure jaune comme du beurre d'herbe, une toute petite tête ronde, un cri toujours le même et 2 ou 3 gestes toujours les mêmes dedans. Toujours la même Thérèse Main. La même guenille de robe, les mêmes gros souliers gris sans forme faisant penser à 2 cailloux, le même chapeau de paille dont on aurait dit que les bords avaient été rongés par les souris. Et c'est bien le même métier aussi. On est gardeuse de chèvres, alors on a perdu jusqu'à l'habitude de parler. Le langage qu'on parle aux chèvres n'est pas celui dont se servent les hommes. Le langage qu'on leur parle est une pierre qu'on leur jette quand elles s'écartent trop de vous. Un certain cri aussi qu'on pousse en même temps qu'on leur présente sa main vide comme s'il y avait du sel dedans. Elles s'en allaient tout près des rochers, là où l'herbe n'est plus d'assez bonne qualité, ni assez fournie pour les vaches. Elle s'asseyait par terre, elle tricotait son bas. Quand elle avait faim, elle ouvrait un petit sac de cuir qu'elle portait pendu autour du cou à une courroie. Quand la soif lui venait, il y avait l'eau du ruisseau. Bien toujours la même Thérèse, bien toujours le même métier, et bien toujours aussi ces bêtes un peu folles. Elles vont et se déplacent comme des morceaux de neige, on pense, il y a des petites avalanches. C'est comme quand des paquets de neige dégringolent. On se dit aussi, pourquoi est-ce que ce tronc de sapin s'est mis à bouger ? C'est pointu, anguleux, ça ressemble à une toile de tente mal tendue sur ses piquets. C'est brun comme de l'écorce, gris comme la roche, brun noir comme la terre des forêts de sapins. C'est blanc, ça n'est pas blanc. Ça reste un long moment sans bouger, tout à coup, et « Té, té !» Un petit bruit aussi d'oiseau qui pique un verre, le bruit se tait. « Té, té !» Un autre petit bruit, c'est l'oiseau qui s'envole. « Té !» Chapitre 11. Et c'est vers ce temps, en effet, qu'ils ont commencé à ne plus bien connaître leur bonheur. Ils ne savaient pas ce qui arrivait. Il leur a semblé que leur bonheur s'en allait d'eux, parce qu'il était toujours le même. Leur bonheur les quittait parce que la terre les quittait. Leur bonheur s'en allait parce que la terre s'en allait. Ils étaient venus avec leurs souvenirs s'étaient usés. Ils étaient venus avec leurs histoires, ils se les étaient racontées. Elles étaient tombées d'eux comme le fruit tombe de l'arbre. Et puis l'arbre n'a plus de fruits. « Qu'est-ce que tu as » disait Augustin. « Je n'ai rien. » Ils faisaient le chemin fait déjà tant de fois par eux. « Rien du tout » disait Augustine. De nouveau l'écureuil est dans son arbre, il montait, il redescendait. « Es-tu bien ?»« Je suis bien. » L'écureuil à présent s'était engagé sur une branche allant à plat dans la direction de l'arbre voisin. La branche se balança un instant sous le poids de l'écureuil, elle se balance à vide. « Tu es toujours contente ?»« Je suis toujours contente. » Il ne savait plus. Il n'y avait plus moyen de savoir. Il n'y avait plus de comparaison possible. Il n'y avait plus de mesure à rien. Il cueillait une fleur jaune d'arnica, il la mettait sur l'eau du bis, la fleur tournait sur elle-même, s'en allait. « Augustine, petite Augustine, la fleur s'en va. Augustine, la fleur s'en va. Mais sais-tu où elle va ? D'abord, elle traversera le bois, ensuite elle arrivera dans le pré, elle passera au pied du talus où il y a des saules qui sont comme des hommes à grosse tête, les bras en l'air. Elle passera sous la route. Elle descendra. Il lui demanda « Et après ?» Elle répondit « Après, c'est des pays que je ne connais pas. Moi, je les connais. » Mais il vit tout à coup qu'il ne les connaissait plus. Là où il croyait les trouver, il y avait dans sa tête une place inoccupée. Rien n'allait plus jamais changer. Le cœur ne ferait plus de voyage, le cœur trouve tout où il est. On fait ce qu'on a déjà fait. Il poserait de nouveau une fleur sur le courant. Il regarderait l'écureuil grimper à son tronc, en redescendre. Par les petites lucarnes percées dans le couvert des branches, une même couleur de ciel continuerait à se montrer. Pitôme est toujours assis devant son alambic avec un tabouret de cuisine. Il caresse sa fine barbe blanche, il disait « Il n'y a plus d'impureté ». Autrefois, disait-il, quand je m'étais trempé mes racines, c'était effrayant de voir l'épaisseur d'écume qui se formait sur le baquet. Il fallait la lever 3, 4 fois de suite. À présent, les racines fermentent bien toujours, mais l'eau reste aussi claire que si on venait d'aller la chercher à la fontaine. De l'alambic tombait goutte à goutte dans un pot de terre la liqueur chaude encore, faisant un tout petit bruit comme celui d'une pendule qui bat. Quand le pot était plein, Pitôme allait le vider dans une bouteille. Il y avait aussi des dames Jeanne, qui sont des grosses bonbonnes prises jusque plus haut que le ventre dans une espèce de tricot d'osier.
Autrefois, il y attachait des étiquettes, avec l'année écrite dessus. Quand il vous donnait à goûter de sa liqueur, il était comme un vigneron qui parle de son vin. Il vous disait « ça c'est de la 1928, ça c'est de la 1931 ». Maintenant, toutes ces cuvées se ressemblaient. Il y avait trop de parenté de l'une à l'autre. C'est toujours du tout bon, disait Pithomme, toujours de l'extra, toujours le fin du fin, le sommet du meilleur. On buvait dans un gros verre épais dont on ne remplissait que le fond. Et en effet, il n'était pas possible d'imaginer une perfection de goût plus grande. Alors on se mettait à hocher la tête comme quand on approuve. Mais peut-être vous manquait-il le plaisir de la surprise. Peut-être cette perfection même était-elle trop attendue pour qu'on puisse en jouir comme on aurait voulu. Car dans le temps, disait Pithomme, ce n'était pas la même chose et le diable sûrement était encore dans ses bouteilles, parce qu'il devait y rester quand même de l'impureté. Dans l'autre vie, on ne savait jamais. Il fallait d'abord laisser agir l'esprit. Où était l'homme véritable, pouvez-vous me le dire, dans l'autre vie? Est-ce celui qui se montrait d'abord ou bien celui qui ne se montrait qu'ensuite? Celui de tous les jours ou celui d'un moment? On n'était sûr de rien. Les meilleurs amis. L'occasion, je dis un petit verre. Les meilleurs amis, voyez-vous. On croyait qu'il allait commencer une histoire, comme il en avait eu sans doute l'intention. Tout à coup, il s'arrêtait. L'histoire tombait de lui. Comme quand on coupe un fil et qu'il y a au bout du fil, et ce qu'il y a au bout du fil tombe. Et Chemin, dans son atelier, continuait à peindre son tableau où il ne mettait que des couleurs claires. Alors il s'étonnait de voir qu'elles éclairaient toujours moins. Il continuait à se tenir devant son tableau où toutes les choses étaient belles. C'était sur son tableau comme si elles ne l'étaient plus. Tout était trop beau à présent. Ce n'était plus comme dans l'ancienne vie. Autrefois, dans cette ancienne vie, on avait un cœur qui était comme le ciel, c'est-à-dire le plus souvent gris. Tandis qu'à présent, chaque jour, le soleil entrait par les vitres, faisait fidèlement briller autour de Chemin les objets taillés dans le beau mélèze rose ou dans du cœur de sapin qui sent bon. Autrefois, on n'était presque jamais content de soi. Un jour tous les 10 jours, tout au plus, une fois toutes les 2 semaines. Les dimanches du cœur étaient rares en ce temps-là. Chemin tapotait contre l'établi, sa pipe restait à moitié pleine. On n'avait goût à rien, on n'avait même pas goût à son tabac, parce qu'on n'avait pas goût à soi-même. L'oiseau inutilement poussait pour vous son petit cri qu'on aime, l'arbre tourné vers vous agitait inutilement sa branche comme une main. Chemin allait s'asseoir dans un coin, il posait ses coudes sur ses genoux, il laissait aller sa tête en avant. Ainsi il était Chemin, dans cette ancienne vie, à cause d'un cœur délicat, un cœur trop délicat pour la dure vie que c'était. Un cœur qui se cherchait toujours sans jamais se trouver, tandis qu'à présent... Mais alors qu'est-ce qu'il se passe? Pendant que Chemin tenait son pinceau et allait avec son pinceau, qu'est-ce qu'il se passe au fond de lui? Et qu'est-ce que c'est que cette espèce de regret qui s'y levait, comme quand la bête, en bougeant, fait monter la vase au fond de la mare? Je regarde mon petit, je lui dis « Tu es tant jolie, souris-moi encore une fois ». Il ne pleure plus, mon petit. Je lui ai mis son beau bonnet tricoté et une chemise par-dessus sa chemise. Il a une robe de coton et un tablier, c'est tout. On n'a plus besoin de les habiller chaudement comme dans le temps. Des fois, je le mets tout nu. Je l'assieds tout nu sur le mur parce qu'il aime. Il bouge ses petites mains et ses petits pieds tant qu'il veut. Elle le levait dans le jour, elle disait « Regardez-le, il est rouge autour de la bouche comme s'il avait mangé des framboises. Mais c'est une couleur qui ne part pas à l'eau. » Elle prenait son mouchoir, elle frottait. Vous voyez? Et elle, comme les autres, c'est qu'il ne nous manque plus rien. Une seule chose qui nous manque, c'est que ça ne veut pas changer. Venait Catherine avec sa petite fille, venait la grosse Marie et Lucie la triste, qui ne peut plus l'être. On entendait un bruit d'eau, c'était Fémie qui arrosait son jardin. On voyait par la fenêtre un Pithomme, toujours le même. Cher Mignon allait sur ses 2 jambes comme s'il avait toujours eu ses 2 jambes. Et arrivait B. « Tu vois B ?» Et quand on lui disait « C'est parce que tu n'y voyais pas autrefois », il vous considérait avec étonnement comme si cet immense ciel et toutes les choses qui étaient dessous avaient toujours été à lui. Une montagne brille pointue et une autre est ronde, une est verte, l'autre est grise. Une montagne et puis une encore, et puis encore une ronde, une pointue, une qui est verte, une grise. Chapitre 12. Mais alors s'est passée la chose qui devait encore venir.
Thérèse-Main, en ce temps-là, était montée avec ses chèvres jusqu'en un lieu dit sous emprèse. C'est très haut dans la montagne. C'est, comme le nom l'indique, sous une paroi de rochers. C'est très haut et c'est très loin de tout. Il y a ces rochers d'emprèse qu'on voit luire en avant de la chaîne comme une grande boîte de verre dépoli. On compte pour y arriver 3 bonnes heures de chemin. Et là étaient partout des quartiers de roc, autrefois descendus rapidement de la muraille, gros comme des maisons et qui faisaient comme un autre village. Alors ce n'était pas commode avec les bêtes. Endroits recoupés, éloignés, endroits difficiles, endroits terriblement sauvages. Pas si sauvages toutefois qu'un peu plus au levant, la gorge qui s'y ouvrait, comme si on avait fendu la montagne de haut en bas d'un coup de sabre. Il y a la paroi d'emprèse, la pente de gazon dessous, après quoi viennent ces gros blocs. Puis c'est cette gorge. Quand on tire à gauche, qu'en faisant face à la montagne, on tire à gauche. Tout à coup, le terrain vous manque sous les pieds, s'enfonçant à pic au-dessous de vous par le moyen d'une muraille d'au moins 150 mètres de hauteur, et rien ne s'offre pour la prendre de flanc qu'une espèce de corniche guère plus large que la main. Et ailleurs et tout autour règne encore le bon soleil. C'est ici une place où le soleil n'entre jamais. Et jamais il n'y est entré. Jamais, même le jour, et jamais la beauté du jour, et jamais la force du jour. Et pourtant, autrefois, du temps de leur ancienne vie, c'est par là qu'ils s'aventuraient et jusqu'encore bien plus avant dans la profondeur du massif. Poussés par le besoin où ils étaient d'avoir de l'eau, se risquant à la mort par peur d'une autre mort, du temps où il y avait ces grandes sécheresses, ayant été très loin le long de la fissure à la recherche du torrent qu'ils avaient amené ensuite par la construction d'une sorte de canal en bois, mais ce temps-là était fini. Il a donc fallu la grande curiosité qu'on dit qui est sous les cornes des chèvres. C'était une chèvre appelée la Blanche, qui appartenait à Phémie. Et la chose qui se passa fut qu'un jour elle prit du côté de la gorge. « Où vas-tu, toi ?»« Hé !» continuait Thérèse. « Hé, là-bas !» Et elle s'était levée. Et alors, « Tété !» Mais la Blanche n'écoutait pas et les gros blocs l'avaient déjà cachée. « Té, té !» Thérèse levait son fouet et sa grosse petite personne étalée. « Té, té !» Sa grosse petite personne alla encore, son gros petit ventre alla, ses 2 gros souliers à l'air. « Té ! Té !» Et encore une fois, « Té !» Très loin. Puis on n'a plus rien vu, parce que la chèvre était entrée dans la gorge et Thérèse l'y avait suivie. Ce fut ensuite comme tous les soirs, le troupeau redescendit de là-haut comme tous les soirs à l'heure ordinaire. Le troupeau avait été rassemblé, Thérèse le poussait par derrière. Dans le nombre, une bête qui manque ne peut pas être remarquée. C'est une simple parcelle de moins dans la masse qui va se laissant couler aux étages. Et ou bien c'est par bond avec des arrêts comme une cascade, ou bien d'un mouvement égal à ras le sol comme quand il y a un glissement de terrain. Une seule bête qui manque ne change rien à rien dans le troupeau. Un beau soir était venu, pareil à tous les autres soirs. Les choses étaient enveloppées de roses comme ces grappes de raisin qu'on met dans des sacs de mousseline pour les protéger des guêpes. Une voix commença à chanter. Elle chantait un air un peu lent. En arrivant au-dessus du village, au dernier donc de ses étages, Thérèse souffla comme toujours dans son cornet de cuivre. Elle ouvrit la porte du parc. Les bêtes entrèrent. Thérèse referma la porte. Et ce fut comme tous les soirs, les femmes arrivaient. Les femmes arrivaient, les petites filles arrivaient. Chacune d'elles allait à sa chèvre ou à ses 2 chèvres, vous les tirant par le collier, tantôt une seule main, tantôt les 2 mains occupées. Tout comme tous les soirs encore. La seule différence fut que Thérèse était restée là, au lieu que d'habitude elle rentrait tout de suite chez elle. Et les femmes, qu'est-ce que tu attends ? Mais elle tricotait son bas, et ça suffit qu'on tricote son bas. Ses mains et son petit goître allèrent dans un moment encore, ayant une même cadence, le même petit balancement. Ils allèrent ainsi jusqu'à ce que Phémie à son tour fût arrivée. Phémie allait entrer dans le parc. Thérèse lui a dit « Pas la peine ». « La peine de quoi ?»« Pas la peine d'entrer dans le parc, il n'y a personne pour vous. » Ayant comme ça une langue à elle qu'il faut comprendre, mais on la comprenait. Après quoi, en guise de rire, elle fit entendre une espèce de bêlement parce qu'il y a contagion. Et pas autre chose à ce moment-là. Phémie n'avait rien dit. Elle ne se fâcha pas, elle ne se lamenta pas, on ne se fâcha plus, on ne se fâche plus, on ne se lamente plus. Les femmes l'avaient entourée. Une disait « On a du lait de trop pour nous, vous savez bien. »
Les femmes l'entouraient, une autre dit « La chèvre de Luc va mettre bas, il vous donnera un petit. » Et c'est vrai, pourquoi s'inquiéterait-on? Ce n'est plus comme dans l'autre vie, plus du tout comme dans l'autre vie, où chaque chose ne pouvait s'obtenir qu'en la payant son prix et souvent plus que son prix. Les dernières chèvres sortaient du parc. Les dernières chèvres étaient emmenées. On vit le rose se défaire d'autour des choses, s'y étant usé fil à fil. Une petite fille courait dans sa jupe trop longue qui la faisait ressembler à une petite femme. Une belle étoile, la première, se montra dans le ciel couleur de citron pas mûr. Toujours cette grande tranquillité, cette trop grande tranquillité, ce calme. On voit bien que rien ne va plus jamais changer. 13. Pourtant, c'était déjà comme si quelque chose avait changé. Sans cela, comment expliquerait-on que Fémie à présent soit pareillement agitée? Dès qu'elle a été rentrée chez elle ce soir-là, rentrée chez elle, mais ressortie, re-rentrée, ressortie, tout à fait comme chemin au temps de l'autre vie, tout à fait comme dans l'ancien temps. Elle allait et venait dans son jardin et tout en allant et venant, c'est drôle quand même. Puis, il faudrait bien que je sache. Finalement, elle s'est dit, j'y vais. Sur la place, dans le grand silence, les vaches étaient en train de boire. Sur la place, quand Fémie passa, il y avait encore les vaches en train de boire. On les distinguait tout juste dans un reste de jour. Aucun bruit. Elles tiraient sur le lys de l'eau sans la déranger même d'une ride, avec leurs flancs qui se touchaient par le milieu dans la même grande immobilité. À peine si parfois l'une ou l'autre, levant son mufle, poussait un meuglement, comme si on soufflait dans une trompette d'écorce. Et tout était encore parfaitement tranquille ici, mais ce n'est pas ici qu'on a affaire, c'est plus loin. C'était dans une de ces petites rues qu'il y a derrière l'église. Fémie eut vite reconnu la maison. À cette pauvre Thérèse aussi. Sa maison de la terre avait été rendue, mais c'était comme si elle allait tomber, bien qu'elle ne dût jamais tomber. Fémie monta l'escalier branlant. On entendit un bruit comme on casse du bois, et on n'en casse point, mais c'est le feu en brûlant qui fait comme quand on en casse. Elle avait heurté, on n'avait pas répondu. Elle poussa la porte. Elle vit seulement d'abord qu'il y avait en effet du feu sur le foyer. Il semblait que la pièce fût vide, uniquement le feu qui brûlait, avec de temps en temps une étincelle sautant en l'air comme une grosse sauterelle rouge. Et devant le foyer, il y avait un escabeau, et à cet escabeau, est-ce un dossier ou quoi? Mais il s'était mis à bouger. Et brusquement, alors tout changea. Tout s'était mis à bouger. La flamme avait été rebattue par un coup de vent qui s'était engagé dans la cheminée. On vit la chambre se balancer comme une chambre de navire. Les murs penchaient, les murs se redressaient. Le grand lit, pris dans la paroi, surnagea puis fut englouti. Et, pour Fémie également, ce fut comme si tout balançait en elle. Ah, nos pauvres cœurs aussi. À présent, nos pauvres cœurs. Du moins le sien. Quand elle a dit une première fois bonsoir, puis elle a dit de nouveau bonsoir, puis avec une voix qui tremblait, « Thérèse !» Elle a dit de nouveau, « Thérèse !» Elle a dit, « Thérèse, tu dois savoir, et moi je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'il va falloir aller plus loin, et il faut quand même ?» À ce moment, une bûche éclata avec un bruit comme un coup de fusil. Une grande nuit était venue. Parce que les tisons avaient été éparpillés, la nuit, cette fois, venait tout à fait. Et ce fut là-dedans, et comme encouragé. « Écoute Thérèse, personne n'en saura rien, je te promets. Et puis tu ne seras pas grondée, ce n'est plus le temps, tu sais bien. Alors dis-moi, où est la Blanche, sans quoi je vais me tourmenter ?» Et vite comme ça, ayant dû aller chercher ce dernier mot tout au fond d'elle, mais elle l'y a trouvé parce qu'il y est de nouveau quand même. Après quoi, ce qu'on vit, c'est une grande flamme. Après quoi, ce qu'on vit, c'est une grande flamme montait toute droite contre le mur. On vit encore que quelque chose s'était mis à bouger dans le dos de Thérèse, là où il y a sous l'étoffe les deux grandes plaques d'os. Tandis qu'elle s'était penchée davantage encore en avant, puis il y eut de nouveau ce rire, une drôle de voix toute rauque a suivi. « Si vous alliez voir vous-même, je vous montrerai l'endroit. » Mais alors Fémie, c'est ça. Tout à coup, c'est ça, décidé. L'eau chantonnait dans la marmite. Elle fit une vapeur. L'eau chantonnait et marmonnait dans la marmite, le couvercle était soulevé. « Et pas plus tard que demain matin, reprit Fémie.
Puis elle se retira pour sortir, mais avant de passer la porte, se tourna encore vers Thérèse. On vit que Thérèse avait levé le doigt, le tenant appliqué contre le côté de son nez. Et le doigt était court et noir le long de son petit nez plat. Chapitre 14. Les nuits n'étaient plus jamais longues. Il n'y a plus ces grandes nuits d'avant, ces nuits qui n'en finissaient pas. Un petit matin frais se fut vite levé. Il monta dans le ciel. Thérèse était montée en même temps que lui. Un petit moment plus tard, ce fut le tour d'Euphémie. Il y eut qu'elle prit à son tour contre la pente, quand même la pente était raide et il y avait tout ce long chemin. Le point qu'elle fit dans le bas, vu d'en haut, ne fut d'abord pas plus gros qu'une mouche. Elle disparut, reparut. Il y avait ses replis, ses enfoncements. Elle y était cachée. Elle n'y était plus cachée. Et de nouveau, elle le fut, pour assez longtemps, cette fois. Mais quand elle redevint visible, on put connaître que Phémie avait mis sa plus belle robe. Avec un tablier de soie, s'étant habillée en dimanche. Quand même, il n'y a plus de dimanche. Seulement autrefois, c'était l'habitude de se faire belle quand on allait loin de chez soi. Et Phémie avait fait comme dans ces temps d'autrefois. Alors, est-ce qu'il reviendrait ? Pourtant, il n'a été question de rien entre les deux femmes. Elles ne parlèrent même pas. Simplement, quand Phémie fut arrivée, une main que Thérèse tend montrant la direction à prendre et que c'était celle de la gorge et où il fallait tourner une espèce de sentier qui y menait. Phémie, tout aussitôt, s'était remise en route. Quelque chose la poussait. Étaient venus ces gros quartiers de roc comme des maisons sans fenêtres. Ils ne laissaient entre eux que de très étroits passages où il n'était pas trop facile de se diriger. Il y avait aussi des trous masqués par les buissons, où Phémie se prenait les pieds. Des branches à épines lui égratignaient les jambes à travers sa jupe, toutes sortes d'empêchements ainsi. Elle allait. De temps en temps, elle appelait la Blanche. Nulle part la Blanche n'était en vue. Elle allait. Et à mesure qu'elle avançait, les choses autour d'elle prenaient un aspect plus sauvage et plus désolé. Rien ne bougeait à présent nulle part. Rien nulle part n'était en vie, sauf dans le fin fond de l'entaille, un peu de blanc qui était le torrent, une terrible obscurité. Aussi un grand froid qui était venu. Pourtant Phémie allait toujours. Et quand enfin, devant elle, comme quand une porte s'ouvre, l'écartement des deux murailles s'est présenté, elle ne s'arrêta même pas, ayant pris tout de suite contre celle de droite, et elle s'y tenait appliquée, ayant posé un pied sur la corniche, posant un pied, posant l'autre pied. Parce qu'il y a bien la peur, mais il y a quelque chose de plus fort que la peur. La grande peur, comme dans l'autre vie, et oubliée, qui revenait. Mais encore plus haut maintenant parle un besoin de voir et parle un besoin de savoir. Un bruit sourd se fit entendre, comme quand un chien gronde dans sa niche. Il y eut des gémissements. Les gémissements se turent. On appela, on n'appelait plus, on se mit à chuchoter. Et Thérèse éclate de rire. Il y avait à présent que Thérèse éclatait de rire. C'était un grand moment après. Étant grimpée en haut d'un des plus gros de ces quartiers de roc où elle se tenait assise et d'où elle pouvait tout voir. Elle avait attendu là-bas tout le temps qu'il avait fallu parce qu'elle savait bien ce qui arriverait. Puis elle a mis ses mains à plat sur ses genoux, la bouche ouverte toute grande. C'est qu'on voyait cette pauvre Phémie rouler plus qu'elle ne courait, tellement elle courait vite. Droit en bas à tout petits pas, droit en bas, droit sous elle, les bras un peu levés à cause de l'équilibre, le plus vite qu'elle pouvait. Bien plus vite qu'on aurait cru étant donné son âge et ses jambes plus très solides. Et Thérèse qui riait, et Phémie qui courait, qui passa sans la voir au-dessous de Thérèse, qui fut plus loin, qui fut plus bas, qui fut là, ne fut plus là. Une combe, qui est une petite vallée, venait. Une forêt venait ensuite. Une nouvelle combe vint, une nouvelle pente vint, et rapidement le village montait à la rencontre de Phémie. Elle rencontra Produit. Produit, qu'est-ce qu'il vous prend ? Il n'a pas pu finir sa phrase. Maurice, le chercheur d'or plus bas, cueillait des pommes. Il avait un tablier bleu de jardinier qu'il tenait rassemblé devant lui d'une main. Ses pommes étaient dedans, il en prit une. Venez voir et vous me direz, passez. Des femmes l'appelaient par les fenêtres. Du haut des perrons, les femmes qui faisaient des signes. Est-ce qu'elle est devenue sourde ? Est-ce qu'elle n'y voit plus ? Et puis, qu'est-ce qu'elle a à être si pressée quand plus personne n'est pressé ? Mais cependant passée et encore passée, jusqu'à ce qu'elle fût arrivée enfin dans sa cuisine. Là, elle se laissa tomber sur un tabouret. C'est cette nuit qu'il fit si beau. Et toutes les nuits étaient belles, mais celle-ci fut belle entre les plus belles.
La lune était grande, elle était partout. On la voyait sur la montagne, en même temps qu'elle semblait luire à l'intérieur de la montagne, comme la flamme d'une veilleuse, tellement la montagne elle-même éclairait. Il y avait cette nuit-là une montagne toute transparente. Il y eut cette nuit-là une lune qui était grande comme une grande feuille à gâteau de chez nous. Mais il y a aussi ce secret. Et voilà qu'on a vu qu'il va être trop lourd à porter, qu'on ne pourra pas toute seule comme ces corbeilles à lessive ou bien le seau de la cuisine quand il est plein. Alors il faut être deux. Éphémie s'est levée, elle est sortie, puis « Catherine !» appelant à présent sous les fenêtres de Catherine. « Catherine !» Puis de nouveau « Catherine !» Enfin Catherine parut, mettant sa tête à la fenêtre, mais elle fit signe à Éphémie de ne pas monter. Elle venait de coucher la petite Jeanne s'endormait, Éphémie attendit encore. Tout à coup, elle s'était mise à parler, tortillant entre ses doigts l'attache de son tablier. Tortillant comme ça l'attache de son tablier. Parlant bas, vite, parlant très bas, très vite, avec des hochements de tête. Ensuite, elle a pris Catherine par le bras et Catherine, pas possible. Surtout n'en dites rien à personne, n'est-ce pas? Seulement, il y a eu que Bonvin, le chasseur, passait justement par là et la suite a été qu'il a vu les deux femmes. Et la suite a été que les femmes sont bavardes. Chapitre 15. Alors ce fut déjà le lendemain matin. Pitôme distillait toujours. La grosse Marie allait remplir son seau à la fontaine. Lucie la triste, qui ne pouvait plus l'être, cousait près de la fenêtre. Un homme s'en allait, un autre qui venait prenait sa place. Un homme tirait sa pipe de sa poche, la bourrait, frottait l'allumette contre son pantalon, attendait que le soufre finît de brûler, approchait du fourneau, au couvercle levé la petite flamme tremblotante. Les amoureux allaient toujours se promener. Adèle, de nouveau, avait mis coucher son enfant. Et elle avait commencé à lui chanter une chanson pour l'endormir, mais elle n'allait plus jamais jusqu'au bout de sa chanson, tellement il s'endormait vite. L'enfant dormait. Les amoureux revenaient de se promener, l'homme qui bourrait sa pipe avait fini de fumer sa pipe, il remettait sa pipe dans sa poche. Mais ici vient Bonvin le chasseur parce il était déjà en route. À ce moment, il était déjà parti et allait seul, et allait vite, étant habitué à la liberté. On l'a vu monter la pente dans la direction d'Empresse, sans en avoir rien dit à personne, étant dans l'autre vie déjà habitué à se passer de compagnie et à vivre loin des autres hommes, dans l'air vide, dans l'air pas respiré par eux, là où il n'y a point de maison et où il n'y a même point de chemin. Il mettait une fleur de montagne à son chapeau, il passait une plume de jet sous le ruban de son chapeau, puis il partait à grands pas, parce que c'était un goût qu'il avait. Thérèse était comme toujours là-haut avec ses bêtes, il a pris soin de n'être pas vu d'elle. Bonvin s'était engagé dans ces étroits couloirs qui du moins le cachaient à Thérèse parfaitement, et de temps en temps, par un vide, il regardait du côté de Thérèse, mais elle tricotait toujours son bas sans même lever la tête. Alors il se glissait vite d'un des quartiers de roc à celui qui venait plus loin. Il s'était dit « Il n'y a qu'à aller voir, c'est plein d'imagination les femmes. Ça aime à faire beau, ça invente volontiers, et peut-être est-ce pur mensonge tout ce qu'elles m'ont raconté, mais on saura bien à quoi s'en tenir. » Parce qu'il arrivait à l'entrée de la gorge, là où la chèvre avait passé, et où Thérèse avait passé, où Fémie avait passé pour finir. Seulement, lui comptait bien ne pas s'arrêter sitôt qu'elle, se disant « On en aura le cœur net, on ira jusqu'au fond, s'il faut. » Chapitre 16. Chemin était toujours en train de travailler à son tableau. À un moment donné, Chemin avait levé la tête. Puis, comme il avait regardé à travers la porte vitrée, on le voit qui court à la porte. La porte donnait au nord, c'est-à-dire du côté de la montagne. Au-dessus de la montagne, dont on n'apercevait que la partie d'en haut, une grosse fumée s'élevait dans le ciel. Une grosse fumée montait là. Il y avait là dans le ciel, comme quand on allumait des tas de broussailles de l'automne, comme quand on faisait brûler les mauvaises herbes au coin des champs. Il n'y en a plus et il n'y a plus d'automne, mais il y avait de nouveau cette grosse fumée brune qui montait. Chemin se demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il a regardé de nouveau, il tenait la tête levée, ainsi il n'a pas pu voir qu'on passait devant chez lui. Mais un bruit de pas s'était fait et on a passé en courant. À ce moment, il a entendu qu'on l'appelait « Chemin !» Il a vu que c'était Fémie. Et elle devait savoir puisqu'elle l'appelait ainsi. Alors il a ouvert sa porte, mais elle n'était déjà plus là, ayant continué de courir.
On entendait seulement qu'elle appelait toujours, et à présent c'était Adèle, à présent c'était devant chez Adèle. Plus loin venait la maison d'Augustin, Fémis s'est remise à appeler devant la maison d'Augustin. Chez Pitôme, l'alambic laissait toujours tomber de temps en temps sa goutte. L'étonnement de Pitôme a été que le petit bruit de la goutte avait cessé de se faire entendre. Il était assis sur un tabouret devant l'alambic, et lui n'avait rien vu encore. La chose lui vint par l'oreille, à cause du silence qui se fit, comme quand une horloge ne bat plus. Pourtant la goutte tombait toujours. Et Pitôme a connu que le silence provenait d'un plus grand bruit sourd et continu, une sorte de grondement qu'on n'entendait pas tout de suite. Il y avait seulement qui l'empêchait d'entendre les autres bruits moins importants. Pitôme s'est essuyé les mains à son tablier de serge verte, se disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a été à sa porte qu'il a ouverte en même temps que Chemin ouvrait la sienne. Il vit qu'il y avait déjà une grande diminution dans la lumière et fut sur le point de sortir. Mais on ne peut pas abandonner comme ça son alambic quand on veut faire du bon ouvrage. Il revint s'asseoir sur son tabouret devant son alambic. Et, cependant, Chemin se dirigeait du côté dans la place. C'est la place qui est en avant dans l'église. Il y a là un tilleul. Un vieux banc de granit entoure le tilleul qui a un tronc comme une tour. Beaucoup de gens avaient fait comme Chemin et venaient. Ils sont arrivés sur la place. Ils ont vu que le tilleul y était toujours, en même temps qu'un mulet rouge attaché au tronc par la longe tirait dessus en allongeant son cou. Et il y avait bien le tilleul, mais il n'y avait plus son ombre, car une même couleur s'étendait maintenant partout sur la terre qui avait noirci comme après la pluie, tandis que le mulet commençait à s'impatienter, grattant dans la poussière avec le tranchant du sabot. Ils n'ont pas su ce qui arrivait. Personne ne savait ce qui arrivait. C'était seulement cette inquiétude, ce commencement d'inquiétude. Et l'horloge eut le temps de sonner encore une fois, qui ne sonnait plus que pour le plaisir. Pourtant, ils se mirent à compter les coups. Tout parmi la grande rumeur qui continuait à se faire entendre, sans qu'on pût connaître où elle se tenait, ni si c'était au-dessous des coups de l'horloge ou au-dessus des coups de l'horloge ou au-dessous, ou bien sous la terre. Ou encore si elle n'était pas seulement en nous, si ce n'était pas qu'on l'inventait, peut-être bien, et ils se regardaient. Et ils se regardaient. Mais ensuite, ils se sont tournés vers la montagne. Ils ont vu que les fumées là-haut s'étaient grandement élevées, ayant maintenant envahi une bonne moitié du ciel dont elles avaient pris la forme, de sorte qu'elles pendaient sur nous. Contre tout ce côté du nord, c'était comme s'il poussait un mur au-dessus du mur des rochers. Le gris des choses tourna au brun, le jaune au roux, le vert au noir. C'était sous empresse, et quand on tire du côté de Prapio, voilà qu'il n'y avait déjà plus d'empresse, ni de Prapio. L'agitation s'accrut depuis si longtemps, n'est-ce pas? D'aussi loin qu'il se souvenait, plus jamais aucun nuage. Toujours ce même bleu lisse du ciel comme sur un mur fraîchement repeint. L'ombre fidèle autour des troncs comme l'aiguille sur son cadran, et quand j'étends le bras, j'ai continuellement cette ombre qui se déplace de mon côté. J'ai à côté de moi cette ombre de mon bras, comme un autre bras que j'aurais. Et plus d'ombre. Tout était ombre. La qualité de la couleur de l'air fut diminuée jusqu'à devenir celle de la terre. Rien que cette épaisseur brune devant eux, comme quand le brouillard se lève. Et elle venait. À un endroit, alors, elle fut fendue. On entendit un bruit comme quand une pluie d'orage commence à tomber. Et ce fut dans le chemin creux, qui se trouva rempli tout d'un coup comme si en effet une grosse averse était survenue. Les chèvres, tout le troupeau qui redescendait en courant. Puis ils ont vu Thérèse venir derrière, et elle levait son bâton en poussant des cris comme une sauvagesse. « Oh !» On entendait le bruit des nœuds sur les échines. « Oh !» Ils essayèrent de l'appeler « Thérèse !» parce qu'elle venait de là-haut et peut-être elle saurait. Mais elle poussa plus fortement sa voix sans les entendre. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh !» et avait déjà disparu. Alors seulement un instant encore, l'avancement de ces fumées qui traînaient à présent sur le devant de la montagne, en sorte qu'il n'y eut plus que les premières pentes d'herbe à continuer d'être vues, peintes par contraste en vert clair. Alors il y eut là un homme qui venait. C'est comme il regardait toujours et à mesure qu'il regardait, il voyait moins avant dans la distance diminuée. Une sorte d'épée rideau venait à eux. Lui fut d'abord derrière ce rideau, il venait derrière ce rideau, on ne la distinguait d'abord que vaguement. Il levait les bras, il se retournait, il venait encore, il se retournait. Tout à coup il parut, il fut dans la partie de la pente encore visible, il fut en haut de ces premières pentes de près. Bon vin!
Bon vin de chasseur! Bon vin! On criait bon vin! Bon vin! Il s'était arrêté, mais parce qu'il avait besoin de souffler, rien de plus. Besoin de faire halte un petit moment sans quoi on sent qu'on va tomber. Et il est là, les bras le long du corps, la tête tenue un peu renversée. Puis s'étant retourné encore, il lève brusquement son coude replié à hauteur de son visage, comme quand on va recevoir un coup. À ce moment, ce fut comme s'il se levait. En arrière de lui, un grand rire. Bon vin, bon vin! Mais eux non plus ne savaient déjà plus très bien ce qu'ils faisaient, ni ce qu'ils disaient, ni ce qu'ils auraient eu à faire ou à dire à cause d'une grande nuit qui était tombée tout à coup. Et eux non plus, on ne les a plus vus. Une nuit qui serait venue bien avant le temps ordinaire, une nuit sans étoiles, une nuit comme on n'en avait jamais encore connu aucune. Ils cherchent dans les maisons à allumer leurs lampes à pétrole. L'allumette qu'on approche de la mèche leur tremblait entre les doigts, laissant tomber les gouttelettes de soufre enflammées sur leurs pantalons. Ils essayaient de s'asseoir à des tables, ils ne le pouvaient pas, ni rester debout. Jamais encore la peur. Et puis la revoilà, ou quoi? Pas tout à fait, peut-être encore, mais presque. Et puis drôle de chose. Et c'était chez Pitôme, parce qu'il y avait beaucoup de monde chez Pitôme. Il vous tendait son gros verre à vin rempli jusqu'à la moitié d'un liquide qui ressemblait à de l'eau, mais qui y ressemblait seulement. La plupart refusaient, la plupart secouaient la tête. Mais voilà que soudain, chez ceux qui acceptaient, l'ancien effet, celui de l'autre vie, recommençait à se faire sentir. De nouveau, le liquide agissait. Une chaleur leur descendait le long du tube dans l'estomac, s'arrondissait, leur gagnait tout le corps, leur éclatait dans la tête. Ils se mettaient à parler tous à la fois, brusquement. Ils se taisaient comme si quelqu'un eût levé la main pour les faire taire, mais personne n'avait levé la main. Ils parlaient de nouveau, ils se taisaient, ils se regardaient, ils baissaient les yeux, et l'alambic, depuis quelques heures, donnait beaucoup moins, les gouttes moins grosses, plus espacées, comme si l'esprit eût diminué. De nouveau, dans les baquets où les racines trempaient, une écume s'était formée, et c'est qu'elle refermentait. Alors Pitôme s'était mise à montrer la chose du doigt. Il hochait la tête. « C'est drôle, il y a de nouveau de l'impureté. Et ensuite, mais t'as vu qu'on revient en arrière. Et encore ça, Pitôme qui est là, Pitôme qui dit ça, puis il y a eu comme si un grand soupir se faisait entendre et il a passé sous la porte. Est-ce le vent? Non, ce n'est pas le vent. Le bruit de nouveau venait par-dessous la porte. Il glissa le long des murs, il se promena sur le toit, après quoi il y a eu comme si quelqu'un courait, comme si quelqu'un avait passé en courant devant la maison. « As-tu bien fermé ?» dit-on à Pitôme, mais on repassait devant la maison. La porte a été secouée, et Pitôme « Qui est là ?» Et il va pour ouvrir la porte, mais la porte s'ouvre d'elle-même. Alors un homme entre, comme poussé par deux mains, fait un pas, fait encore un grand pas, puis on le voit qui s'arrête. Sa mâchoire lui tombe sur son devant de chemise, tandis qu'il regardait lentement autour de lui, sans paraître comprendre où il était. Il a fallu qu'on lui parlât, il faut qu'on vienne, qu'on le secoue. « Bon vin! Bon vin !» Alors lui, « Gare! Gare à vous !»« Quoi ?» « Ils viennent. » « Qui ça ?» J'ai été jusqu'au fond. Je les ai dérangés. Et de nouveau, « Qui ça ?» Mais à ce même moment, s'étant tourné de nouveau vers la fenêtre, sa mâchoire lui retomba. Il eut le fil de la parole coupé. On se tourna vers où il s'était tourné lui-même. On vit là une lueur rouge qui était carrée. Il la montra encore avec le bras en reculant. C'était à cause de la fenêtre carrée. Et la lueur entrant par la fenêtre l'éclairait, et tous furent éclairés par elle, qui était là-haut dans le ciel comme quand un volcan crache son feu. En même temps, la maison s'était mise à balancer. Elle balançait sous eux, et les murs ont penché, les portes craquèrent. Alors ils se sont portés dehors tous ensemble, à cause du danger du toit qui était encore le plus grand danger. Chez Pitôme et chez ses voisins, et dans toutes les maisons d'eux-mêmes, dans toutes les maisons du village vers dehors, puis dans toutes les rues vers un endroit à découvert, voyant devant eux les marches des escaliers peintes en rouge et noir, voyant le chemin peint en rouge et noir sur lequel ils sont allés, allant tous vers le même point. C'est en avant du village, et de là on pouvait tout voir.
tout ce qui venait sur ce chemin étant peints en noir sur le rouge, peints en noir l'un à côté de l'autre sur le rouge, avec les façades des maisons sur un des côtés du chemin, rouge, et de l'autre côté, pas rouge. Et eux, une joue rouge et pas l'autre, tout ce qui venait, tout ce qui montait ensemble. B, produit, sarment, de la cuisine, Besson. On vit que Fémie avait vite été chercher Catherine, puisque toutes deux devaient savoir, et la soutenait, tandis que Catherine donnait la main à la petite Jeanne. Allant tous les uns à côté des autres et les uns derrière les autres, bien serrés, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où on puisse espérer d'être en sûreté. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce vrai, mon Dieu? Quoi alors? Et chemin et Pitôme, les gens qui étaient chez Pitôme et Augustin et Augustine, et tous pour finir amenés là-haut. Alors ils furent éclairés par devant. La terre bougea encore une fois, et encore une fois vint ce bruit qui ressemblait à celui d'un grand vent. Il s'est trouvé que le seul endroit où ils fussent en sûreté était aussi l'endroit d'où on pouvait le mieux tout voir. Il s'est trouvé également qu'ils furent obligés de regarder, obligés de faire face, obligés d'être là, obligés d'assister à ça. Et d'abord, ils virent seulement que la montagne était devenue rouge clair et transparente comme du verre dans le feu. Puis les dernières fumées s'élevèrent. Ce fut alors pour eux comme quand on regarde à travers une loupe, comme quand on met une lentille entre son œil et la page d'un livre, et les lettres grossissent. Elles montent à vous, faisant des mots, qui font des phrases, qui font un sens. Sans rien dire, ni bouger, occupés seulement à voir, seulement occupés à mettre ensemble et faire tenir ce qu'ils voyaient. Ça coulait dehors par tous les trous, toutes les crevasses, toutes les fissures, les moindres fentes. Comme quand une conduite d'eau saute, comme quand un tuyau d'arrosage crève, comme quand il y a une trop forte pression. Une voix se fit entendre encore, celle de Bonvin. « C'est ma faute », parce que tout le temps il va dire « c'est ma faute », et Bonvin de nouveau « c'est moi ». Mais on aurait compris sans lui. Ceux d'en bas, de dessous, ceux d'en dessous de nous, les punis, ceux auxquels on ne pensait plus, ceux qui sont dans les tourments à toujours. Quand nous, on était dans le bonheur à toujours. Mais ils viennent. En effet, ils venaient de partout. Ils se tiraient dehors par grappes les uns les autres. Ils tombaient à 2 et à 3. Ils roulaient à 2 ou à 3 sur la pente, dans le grand éclairage, vu comme tout à côté de vous, semblant encore plus proches qu'ils n'étaient en réalité. Et on les distinguait dans le plus grand détail, comme sur les images, dans le temps, l'autre temps, sur les peintures des églises, comme quand on tenait l'image devant soi ou bien on se tenait en bas d'une de ces peintures, avec pas de main ou pas de figure, ou bien rien qu'une main ou encore pas de pied, sans peau, toute la chair à nu, ou au contraire sans chair et la peau collée à même les os, qui roulaient, et puis sitôt arrêtés, qui écartaient des 2 mains leurs cheveux, parce que leurs cheveux leur tombaient par devant jusque sur la poitrine, et les jetant par-dessus une épaule et puis par-dessus l'autre épaule, ils regardaient, ils ricanaient, ils se portaient en avant, et eux, tous là, regardaient de leur côté et obligés de regarder. Et ces autres, alors, les apercevant tout à coup, alors ils voulaient venir. Ils ricanaient, ils leur faisaient le poing. Une voix par-dessus les autres appela « Hé !» Puis elle dit « On vient !» Tout riait alors dans l'ombre. Cependant on pleure. Il y avait un mélange de tout, parce que les passions sont pêle-mêle comme les corps. Une là-bas a dû voir Adèle. Alors on la voit elle aussi et elle balance devant elle. Rien. Elle est belle. Elle a ses beaux seins nus qui sortent. Quelque chose qui n'est rien qu'elle serre contre eux. Un enfant qu'elle n'a plus, un enfant croit qu'elle a. Et à Adèle, tu as le tien toi. Mais attends seulement. Celles et ceux qui sont tourmentés dans leur cœur, mêlés à ceux et celles qui sont tourmentés dans leur chair. Celle-ci, par exemple, qui cherche, et qu'est-ce qu'elle cherche? Et jamais elle ne trouvera, mais à toujours elle cherchera. Celle-ci, là-bas, sans Augustin, sœur d'Augustine. Puis, apercevant Augustine, elle s'est jetée en avant, elle est tombée, elle se relève, elle retombe. Alors ils sont 3 ou 4 à lui rouler par-dessus. Et eux, pendant ce temps, tous là, Catherine qui a caché la tête de la petite Jeanne sous son tablier, Pitôme tenant à la poignée, comme toujours, toute sa barbe, B qui a dit si seulement je n'étais pas revenue à la vue.
rangé là cependant et obligé de regarder, et immobile tout d'abord, puis cherchant quand même à faire un mouvement pour s'arracher et fuir, tirant sur un de leurs pieds, tirant sur l'autre de leurs pieds, renversant le corps comme on fait de la tige d'une plante qu'ont des racines. Inutilement. Et alors ça vint encore, et à cause de l'abondance même, ça montait comme quand une vague se met par-dessus une vague et par-dessus celle-ci une autre. Ça montait, ça venait, ça monta encore, ça vint. Et eux, pensant à ce qu'ils avaient eu et à ce qu'ils avaient été, fini. Avec une pensée et un regret tournés encore vers leur bonheur, puis ils ont pensé, fini. Et non, parce qu'il y a un ordre. Parce que ceux-là étaient les punis, alors ils sont impuissants. À un moment donné, ils furent retenus. Ils furent ramenés. Ils furent ramenés par le moyen d'eux-mêmes et le moyen de leur propre passion. Non extérieurement, mais intérieurement. Ils s'empêchaient les uns les autres. Ils se détruisaient les uns les autres. On les a vus par jalousie qui se tiraient les uns les autres en arrière. Seulement une menace qu'il y avait eue. Puis la grande gorge s'avança comme une mâchoire et les reprit. Il y eut l'ombre de nouveau. La fumée revenait, qui avait été au commencement. La montagne s'éteignit peu à peu, comme quand une lampe qu'on porte à la main s'éloigne à l'intérieur d'une maison. 17. C'était seulement qu'il avait fallu que cette chose vînt encore, afin qu'ils eussent tout le ciel. Il y a eu enfin pour eux tout le ciel quand il y a eu toute la terre de nouveau. Il y a eu pour eux toute la joie quand la souffrance est revenue prendre place à côté d'elle. Et Chemin a compris pourquoi son tableau n'allait pas avant. Alors le lendemain déjà, il s'était mis à le refaire. Son tableau maintenant était en 2 parties. Une partie d'en haut, une partie d'en bas. Les gens avaient recommencé leur vie. Ils entraient chez Chemin pour voir si ça avançait. Ils entraient, ils disaient bonjour, ils s'asseyaient sur l'établi. Ils regardaient Chemin aller prendre avec son pinceau ses couleurs sur le morceau de verre. Et il y avait maintenant du noir parmi ces couleurs. Pour la partie d'en haut, c'était un beau bleu, c'était du rose, du blanc, du vert tendre. Pour la partie d'en bas, c'était du rouge ou bien du noir. On entendait le cornet de Thérèse. Elle a passé devant l'atelier avec son troupeau. Quand elle portait le cornet à sa bouche, le cornet jetait un petit éclair. Et, de temps en temps, l'une ou l'autre de ces bêtes s'arrêtait pour brouter une touffe d'herbe au bord du chemin. Mais Thérèse levait son bâton, puis « Tété !» puis elle souffle dans son cornet. Et dans cette partie d'en haut, c'est nous autres, c'est notre bonheur, c'est où on est heureux, c'est où on connaît son bonheur, avec des figures contentes, avec la paix autour de soi, sous les grands rochers gris, sous de la neige rose ou blanche. Nous autres avec notre bonheur dans cette partie d'en haut, et puis, parce qu'il y avait l'autre partie. Alors ceux qui étaient dans l'atelier disaient à Chemin, « C'est drôle, on n'avait pas vu que ça nous manquait, on ne savait pas ce qui nous manquait. » Ils disaient à Chemin, « Toi non plus ?» Chemin secouait la tête, tandis qu'à présent, ça y est, et ça y est pour toi aussi. Chemin a hoché la tête. Et c'est la fin de Joie dans le ciel de Charles Ferdinand Ramu. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Faites bien attention à vous. J'ai un peu chaud. Je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous et à très bientôt pour une prochaine lecture. Merci encore.